le bada du nouvel esprit public, c'est-à-dire la période de questions et d'interventions qui suit l'enregistrement en public de l'émission de la semaine, émission qui avait porté sur la fin de la magie Macron et sur la situation aujourd'hui en Europe. Nous sommes avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, nous sommes avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, et avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine. Je ne tarde pas et je donne immédiatement la parole à celle ou à celui d'entre vous qui la souhaite. En fait, je voulais simplement revenir sur l'aspect très pessimiste en fait, de vos interventions d'aujourd'hui, qui sont quand même assez, je dirais, quasiment dépressives, sur l'aspect européen et sur l'aspect macronien, entre guillemets. Je pense qu'il y a quelque chose que les Français doivent comprendre, qui est relativement incompatible peut-être par rapport à leur mode de pensée. C'est simplement la vie, c'est une succession des impôts et la mort. C'est forcément très triste, mais je pense que c'est en fait relativement joyeux, dans le sens où c'est pas parce que Macron ou parce que l'Europe va mal et que les autres pays européens sont, on va dire, en difficulté, qu'il n'y a pas des lueurs d'espoir, dans le sens où, comme disait Jean-Louis Bourlange, on en fait beaucoup sur les affaires, sur les commissions d'enquête qui n'existaient pas précédemment, et que globalement l'économie européenne reste correcte, et la focalisation sur le Brexit et sur Trump, je pense, n'est pas la bonne. J'aimerais en fait que vous puissiez commenter sur le fait que pourquoi on se focalise toujours sur le Brexit et sur Trump, alors qu'en fait le problème est peut-être plus franco-français, à la fois au sein de l'Europe et au sein de l'Europe également. Au sein de l'Europe. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Oui, là, tout là-haut. C'était juste dans le panorama, effectivement, un petit peu, pas dire déprimant, il ne faut pas exagérer, mais enfin un peu négatif que vous avez fait. Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je ne comprends pas pourquoi on ne s'attache pas davantage à regarder du côté de la péninsule ibérique, où il me semble qu'il se passe quand même des choses assez intéressantes. Et il me semble qu'il pourrait peut-être y avoir un nouvel axe qui pourrait se dessiner de ce côté-là. Mais vous pensez à quoi dans la péninsule ibérique? Du Portugal, où il semble que quand même il y ait à la fois une orientation politique et des... Ah non, là, pardon, mais s'il y a une chose que vous ne pouvez pas nous reprocher, c'est de ne pas nous être intéressés au Portugal. On a fait, en janvier dernier, une émission thématique sur le Portugal dont j'ai la faiblesse de dire qu'elle était extrêmement intéressante, si intéressante que nous l'avons rediffusée, et que c'est le seul podcast, c'est absurde de rediffuser un podcast, mais comme il s'agissait de la mettre un peu en lumière, nous l'avons rediffusée et nous en recueillons chaque jour les échos les plus intéressés. J'ai écouté cette émission avec grand intérêt, c'est justement à la lumière de ça, c'était dans l'intervention de Jean-Louis Bourlange initiale, où effectivement il balayait l'ensemble de l'Europe en mettant un peu dos à dos tous les pays, et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là, avec peut-être une lueur d'espoir qui serait peut-être bon d'exploiter. Merci. Par là-haut, c'est là, qu'est-ce que... Il faut que vous agitiez votre main, je pense. Non, ça y est. Bonjour. Ah, voilà un bel organe. Parmi les manières dont Emmanuel Macron avait pensé la relance de la démocratie européenne, il y avait la constitution pour les élections européennes de listes transnationales. Et j'aurais simplement voulu avoir votre avis sur la faisabilité et la pertinence de cette idée pour relancer la démocratie européenne. D'accord. On va peut-être prendre une dernière question, puis ensuite on passera aux réactions de la table. C'est vous, monsieur, ici. Oui, bonjour. Vous opposez démocratie et populisme. Je trouve que c'est faire une place énorme pour un ennemi qui ne le mérite pas. Et vous ne parlez pas du tout de la transition écologique. Et je me demandais si ce n'était pas justement un grand projet politique qui pouvait amener les populations à adhérer à la fois à la démocratie et à la fois à l'Europe. Oui, ça là c'est vraiment la dernière, et puis après... Je vais rebondir un petit peu dans le même sens. En effet, vous avez présenté, ça avait un petit côté pessimiste certaines visions de ce que vous présentiez dans la mesure où vous présentiez un conservatisme positif. Genre, je suis aussi très pour la protection sociale, etc. Et
conserver dans ce sens-là, je trouve ça bien. Mais je trouve que ça manquait un petit peu d'un projet de société qui fasse un petit peu rêver tant au niveau français qu'au niveau européen. J'ai l'impression que c'est un petit peu aussi ce qui manque. Et je me dis, comme monsieur, que l'écologie, c'est peut-être un projet de société assez porteur. Alors, sur l'écologie, je peux faire la première réponse, sauf s'il se passait des événements qui nécessitent... Pardon ? Oui, mais c'est parce que ça n'était point mon sujet. Mon sujet est que, sauf s'il se passe un événement politique majeur qui appelle notre commentaire et notre analyse, comme le veau appelle sa mère, la semaine prochaine, ayant lu 2 articles, l'un d'Éric Le Boucher et l'autre de Lucille Schmitz, qui sont fort heureusement des invités de cette émission, je souhaite mettre cette question de l'écologie, de qu'est-ce que veut dire une politique possible de l'écologie à l'ordre du jour de notre conversation de la semaine prochaine. Sur l'ensemble des sujets qui ont été évoqués, Béatrice, est-ce que... Oui, sur le fait qu'on soit pessimiste et qu'au fond, on n'est pas donné vraiment à rêver. Il est sûr que la situation, monsieur disait, au fond, on est sur quelque chose où c'est un peu franco-français et on doit s'intéresser dessus et qu'entre les impôts et la mort, il n'y a pas grand-chose, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, point de vue que je ne partage pas heureusement. Néanmoins, être pessimiste ne veut pas forcément... Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que je suis pessimiste. Être lucide, regarder les situations et les rapports de force, c'est pas forcément être pessimiste. C'est peut-être ce qui doit permettre de nous donner des clés pour réagir. Il n'est pas temps en ce moment de tenir un discours léger parce que la situation ne l'est réellement pas. Et je crois que c'est notre rôle un peu de regarder les choses avec lucidité. Quant à l'écologie comme pouvant faire rêver ou donner à rêver, je dois dire que les discours de l'écologie qui sont des discours sur la catastrophe, alors s'il y a bien quelque chose qui doit vous rendre pessimiste aujourd'hui, c'est effectivement de lire ce qui est écrit à propos de l'écologie. Enfin, écoutez, il n'y a plus qu'à se tirer une balle et on n'en parle plus. Enfin, c'est effrayant. Pas se tirer une balle, ça laisse du plomb dans l'atmosphère. Et c'est mauvais. Vous avez raison. Mais regardez les reportages dans Le Monde aujourd'hui. Or, depuis les années 60, on est dans un discours de la deep écologie. Depuis les années 60. On va plus pouvoir respirer, etc., sans arrêt. Et ceci a, à mon avis, contribué à décrédibiliser ce qui, on n'allait plus entendre d'oiseaux, on va plus avoir d'abeilles, enfin, c'est affreux. Hein. Je pense, pour ma part, que la sensibilisation qu'on doit avoir à l'écologie, il faut qu'elle parte de ce que vivent les gens. Et c'est dans ce qu'ils vivent, en particulier, on va prendre à Paris les bronchiolites des gamins à cause de la pollution. C'est des choses comme ça. Il faut que ça reparte d'un quotidien des gens pour qu'ils s'en rendent compte. C'est pas en tenant des discours absolument apocalyptiques qu'on va avoir une mobilisation. La canicule de cet été a peut-être fait aussi, et la démission du lot, qu'il y a eu du monde hier dans les manifestations. Aux écologues aussi d'être un peu pédagogiques. Sur le pessimisme et l'optimisme, dans la deuxième partie des années 70, j'avais publié un livre qui s'intitulait « Le communisme est-il soluble dans l'alcool ?», qui était un recueil des anecdotes, enfin ce qu'on appelait en Russie « anecdotes », c'est-à-dire les blagues politiques contre le régime dans tous les pays du rideau de fer. Et l'une d'entre elles demandait quelle était la différence entre un optimiste et un pessimiste. Et le pessimiste racontait dans les camps soviétiques, c'est celui qui dit on est vraiment dans la mouise, ça pourrait pas être pire. Et l'optimiste lui dit mais si. Peut-être on va, monsieur, faire le tour des différentes réponses avant de vous redonner la parole, Nicolas. Très vite. Le pessimisme, il a quand même sa raison d'être, c'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui la crise des démocraties la plus profonde depuis les années 30. Je reviens à ce qui a été dit sur le Brexit et Trump. On a raison d'en parler parce que
les démocraties meurent d'abord de l'intérieur. Je rappelle que la première d'entre elles, qui était Athènes, la démocratie athénienne a duré moins de 60 ans et que Athènes est moins morte de la défaite militaire face à Sparte que de la démagogie intérieure. C'est ce que Thucydide montre très bien. Et d'une certaine manière, la défaite militaire a été la conséquence de la prise en main des affaires de la cité par les démagogues. Et quand on regarde, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, qui a été évoqué tout à l'heure par Philippe Meyer, les témoignages recueillis dans le livre de Woodward, et par ailleurs ce qui se passe en réalité comme destruction de la démocratie américaine et comme destruction du leadership américain, ça, ce sont des faits et des réalités, compte tenu de ce que représentent les États-Unis comme réassurance du capitalisme et de la sécurité des démocraties. Ce sont des choses à prendre en compte. Donc je pense que cet angle, il est tout à fait fondamental et qu'il est vrai dans l'ensemble du monde occidental, il est vrai en Europe, il est vrai aussi en France. Et c'est pour ça, je le répète, qu'il faut, comme il vient d'être dit par Béatrice Gibelin, il faut s'attaquer aux causes du populisme. Il y a des problèmes d'inégalité et donc de croissance inclusive, il y a des problèmes de sécurité, et c'est vrai que la transition écologique fait partie de ces défis auxquels il faut répondre, et il faut y répondre à partir des attentes des citoyens, mais en leur montrant de fait qu'il y a des perspectives et en inscrivant tout ceci dans un projet et une vision. Merci Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur cette question votre définition de la vie m'a toujours fait penser à la définition classique de la vie. La vie est une maladie sexuellement transmissible et sûrement mortelle. Et je crois que, personnellement, votre question m'a posé un problème parce que, d'abord, vous nous reprochez d'être pessimiste. Effectivement, vous avez en tout cas affaire ici à deux pessimistes professionnels. Un pessimiste professionnel de l'économie qui est Nicolas et un pessimiste professionnel de la politique qui est votre serviteur. Donc ne soyez pas étonnés de ce que vous trouvez. Heureusement que Béatrice a fait intervenir une note d'espoir dans ce concert et Philippe Meyer la bienvenue note de dérision. J'ai été optimiste l'année dernière au moment où Macron a été élu parce que pour une raison et je révise mon analyse actuellement, j'ai considéré que nous abordions un nouveau cycle. C'est-à-dire que nous épuisions le cycle eurosceptique qui est né, ça très clairement, au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, qui s'est manifesté progressivement, dont on peut analyser les choses, et qui a été en fait cassé pour la première fois par Tsipras. Quand Tsipras a dit non, ceci ne nous mène à rien, il faut que la Grèce reste dans l'euro. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a retenti sur les élections en Espagne, sur les élections aux Pays-Bas, en Autriche, et finalement sur la défaite de Marine Le Pen face à Macron. Donc j'ai eu le sentiment que on repartait vers un cycle de bonheur public, comme dirait Hirschman, et face à des réflexes identitaristes. Et en y réfléchissant, je crois que c'est pas comme ça que ça se présente. Ce qui caractérise la situation, c'est au contraire, c'est la force du populisme qui a provoqué la réaction centriste au sens le plus large du terme, c'est-à-dire la conjonction de la droite modérée et de la gauche modérée face au populisme de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et ça, c'est parce que là, il y avait péril en la demeure, qu'on voyait bien qu'on n'allait pas aboutir si on défaisait l'Europe, qu'on n'allait pas aboutir si on mettait en cause la démocratie au profit d'une espèce de variante orbanienne du populisme illibéral, et qu'on n'allait pas aboutir si on mettait en cause le libre-échange, enfin une société, bon, que tout ça était très très risqué, très très lourd. Et donc il y a eu une conjonction. Et il me semble que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est cet affrontement. C'était un peu
mutatis mutandis, la même chose en 50. Quand Jean Monnet, quand Schuman a prononcé la déclaration, il y avait en France 50% de gens, les communistes d'un côté, les gaullistes qui étaient dans une phase très anti-européenne à l'époque. Ensuite, le général de Gaulle a complètement réévalué sa position sur le traité de Rome. Mais à ce moment-là, on avait plus de la moitié des Français qui étaient sur une ligne anti-européenne. C'était les partis du centre qui étaient pour l'Europe. Et on a quand même construit l'Europe dans le conflit. C'est une erreur de croire que l'Europe s'est faite dans le consensus. Elle s'est toujours faite dans le conflit. Et là, ce que nous vivons, c'est cela. C'est ce conflit, et il s'agit effectivement d'avoir une offre politique sérieuse. Et là, moi, je ne crois pas, personnellement, que la politique consiste à, comme disaient les socialistes, j'ai toujours trouvé que c'était idiot cette formule, comme Marcel Gauchet, qui l'a d'ailleurs très bien analysé, à réenchanter. On ne réenchante pas. Qu'est-ce que c'est que la politique de l'enchantement? La politique de l'enchantement, il y a deux grandes politiques de l'enchantement au XXe siècle, le bolchevisme et le national-socialisme. Là, c'était enchanteur, hein, Nuremberg, etc. Bon, enchanter, c'est, comme dit Gauchet, c'est le charme, au sens Tristan et Isolde du terme, le charme d'amour, l'abdication de la lucidité, l'abdication de l'intelligence, l'envoûtement et, pour finir, la catastrophe. La politique, c'est pour ça que j'ai donné la définition de Max Weber tout à l'heure, ça consiste pas à rêver, ça consiste à relever des problèmes. Si on avait intelligemment relevé les problèmes en 14, on se serait épargné beaucoup de choses. Si on avait maintenu une bonne politique en Russie avant la guerre de 14, on n'aurait pas eu la révolution bolchevique et l'horreur de ce système. Bon, tout ça, il faut être lucide. Et là, on se bat. Là, nous devons être clairs. Nos valeurs fondamentales, celles sur lesquelles nous avons reconstruit une civilisation à partir, nos parents, à partir de 1945, sont aujourd'hui menacées. C'est ça le combat. C'est une vraie démocratie et pas une caricature populiste. C'est une vraie économie ouverte et pas soit une espèce de lutte sauvage, soit un protectionnisme absurde. Une vraie solidarité européenne qui réaffirme nos intérêts dans la prise en compte des intérêts des autres. Et c'est ça le grand enjeu. Il faut être sérieux. Le problème du gouvernement aujourd'hui, c'est d'être plus sérieux qu'il ne l'est. Nicolas Bavrez. Avant la nouvelle série de questions, deux réponses rapides à deux points qui ont été soulevés. Premièrement, sur l'Espagne, comme je l'ai rappelé, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la ligne Macron, il y a un parti en Europe qui est Ciudadanos en Espagne. Il y a un véritable axe. Le seul problème, c'est que ça ne fait pas une majorité sur les 27. Deuxième question qui a été posée sur les listes transnationales. Il y a eu un projet, mais là encore, ça a montré l'isolement d'Emmanuel Macron en Europe, puisque il y a eu un projet d'utiliser les sièges laissés vacants par le Royaume-Uni pour avoir donc les utiliser pour avoir un vote transnational. Et ce projet a été très sèchement refusé par le Parlement européen en février dernier. Non, je voudrais dire un mot là-dessus. Alors, dis un mot là-dessus oui. maintenant, parce que sinon on n'y arrivera pas. C'est quand même, vous avez fait vrai ce qu'a dit Nicolas, mais c'est pas un échec de Macron, c'est un recul profond de la CDU-CSU. Moi, j'ai voté, quand j'étais au Parlement européen, un projet de liste transnationale qui faisait l'unanimité et qui était soutenu par le PPE. C'était monsieur Anastasopoulos, qui était un grec de la Nouvelle Démocratie, qui était membre actif du PPE, très respecté d'ailleurs, et qui avait soutenu cette initiative devant la commission institutionnelle, et nous l'avions soutenu. Et là, c'est Manfred Weber, qui est le CSU qui préside au PPE, qui a décidé de refuser cela pour humilier Macron. Et le rejet de cette affaire s'est fait à travers ce revirement extrêmement préoccupant de la CDU-CSU, combiné avec une félonie incroyable des Britanniques qui ont pris part au vote, alors que ce vote ne les concerne absolument pas, puisqu'elle concerne la période où ils ne seront plus membres de l'Union européenne. La moindre décence aurait été de leur part de ne pas prendre au vote, mais chacun sait que le fair-play en Grande-Bretagne est essentiellement à l'usage des autres. Avant de passer à la question suivante, je vais faire comme les chaînes d'information continue. Breaking news.
La page de KissKissBankBank qui vous permet de soutenir, de participer à notre financement a été ouverte il y a 20 minutes et nous avons déjà 2 contributeurs. Monsieur, Madame la Ministre, un micro ici, un micro là, un micro là-bas. Non, une question moi, qui me tracasse depuis Trump là, et ses sanctions contre toutes les entreprises européennes qui ne peuvent plus commercer librement. Nous, la zone euro représente une masse financière extrêmement importante. Pourquoi personne ne lutte pour faire de l'euro une monnaie égale sur les échanges mondiaux au dollar et qui nous libérerait de ces dictats trumpiens sur nos commerces avec qui on veut. Merci de nous poser in fine une question laquelle qu'on peut rapidement traiter. Au-dessus. Juste pour remonter le moral de Béatrice, je pense que les lacunes que nous constatons sur l'écologie et la pensée écologiste en France, c'est beaucoup plus un problème d'offre. Il n'y a pas d'offre dans ce domaine, tandis que la population, elle, qu'on a parfois tendance à accuser de tous les maux, elle vote en marchand, si on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, les pro-nucléaires sont devenus une minorité, parce que les ventes de diesel chutent de façon infernale, et voilà. Oui, enfin, elle chute au moment où le diesel s'est si considérablement amélioré qu'il pourrait continuer à rester moins cher tout en étant devenu beaucoup moins polluant. Roselyne Bachelot. Je remettais hier le prix du livre environnement à un homme très intéressant qui vit dans une yourte dans la Drôme et à qui je demandais quel métier il exerçait, il m'a dit collapsologue. Je vois que le club des collapsologues est tout à fait important ici au nouvel esprit public, donc je voudrais être plus optimiste. Je pense en particulier qu'Emmanuel Macron a une très belle carte à jouer sur les élections européennes l'an prochain. Pourquoi ? Parce qu'il va être seul, pratiquement, sur l'offre politique pro-européenne. Et que quand on regarde l'état de l'opinion publique, on s'aperçoit que le sentiment pro-européen est majoritaire dans ce pays. L'adhésion à l'Europe est au-dessus de 60% dans ce pays, malgré tous les détours et tours de l'Union européenne. Ensuite, il est certes faible dans les sondages, avec 31% d'adhésion, mais face à une opposition totalement émiettée, il suffit de mobiliser ces 31% et il va faire un succès extraordinaire aux élections européennes. Ensuite, ce sont des raisons internes, mais sur des raisons externes, il y a quand même l'impact du Brexit qui a été une sorte de révélation pour l'opinion publique, que c'était extrêmement compliqué, extrêmement dangereux de sortir de l'Union européenne. Et puis, maintenant, les ennemis de l'Europe se sont déclarés. Quand on voit M. Steve Bannon faire une campagne en Europe en venant mobiliser au profit des États-Unis tout ce qui est anti-européen, quand on voit M. Trump faire des déclarations en disant que le pire ennemi des États-Unis, c'est l'Europe, il peut y avoir un soupçon en se disant que des gens qui veulent notre mort veulent effectivement faire que cette mort se fasse à notre profit. Moi, je crois qu'il peut y avoir un sursaut européen et donc une très belle carte à jouer pour Emmanuel Macron l'année prochaine. Oui, pour continuer à développer un peu de pessimisme, est-ce que les autres formations politiques vont renoncer à faire ce qu'elles font actuellement, c'est-à-dire à transformer les élections européennes en référendum anti-Macron? Ça serait quand même une attitude responsable. Il y a une dernière question là-haut, en haut à gauche. Enfin, à gauche, je dis à gauche de moi. Bonjour. Moi, j'ai une petite question sur... Pardon. Ça va mieux, là? On parle beaucoup des populismes. Il me semble que la source principale de la montée du populisme à travers le monde, au fond, c'est la perte de compétitivité des classes populaires occidentales dans la mondialisation. Et ça, même avec l'éducation, dans les pays en plein développement, ils s'éduquent aussi. Je vois, à part les services à la personne qu'on développe, je vois pas comment on a de solutions vis-à-vis de ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le diagnostic et est-ce que vous avez des solutions en tête.
Merci beaucoup. Alors, Nicolas Bavrez, comment mettre à genoux les États-Unis en 1 minute 30 secondes? Merci beaucoup. Alors pour l'instant, de fait, c'est compliqué. Sur le plan juridique, il existe une riposte, c'est la loi dite de blocage européenne qui interdit même normalement aux entreprises d'appliquer les sanctions américaines, et elle a été mise en œuvre, par exemple, pour l'Iran. Le problème que ça pose, c'est que les entreprises, comme on a des entreprises françaises qui avaient une présence importante en Iran, donc Total, Peugeot ou Renault, mais le dilemme est infernal. Donc on constate que pour une entreprise, compte tenu de son intérêt social, elle n'a pas d'autre choix que d'appliquer les sanctions américaines, sinon elle est coupée du marché américain, de la finance et du système bancaire américain et de la possibilité d'utiliser le dollar. Et de fait, aujourd'hui, le rapport de force est tel que ça joue en faveur des États-Unis. Je vous rejoins sur le fait que c'est un des grands arguments en faveur de l'euro que de dire qu'il faut développer l'usage international de l'euro. Il est par exemple absurde que Airbus vende tous ses avions en dollars. Il y a un Airbus qui a été vendu en euros. C'est l'Airbus qui a été livré à l'Iran dans la période de levée des sanctions, ce qui est assez révélateur. Donc, il y a un axe effectivement très important qui émerge parce que la secousse Trump sera durable. Il est clair que l'Europe doit renforcer sa souveraineté commerciale, monétaire, numérique et fiscale. Et ça, c'est un grand chantier. L'autre question qui était très vaste, c'était comment est-ce qu'on lutte contre le populisme. Ce que j'indiquais, c'est qu'il faut lutter contre les causes du populisme. Donc, vous avez tout à fait raison. Quand on regarde, une des raisons certaines, c'est que pour une majorité de la population des pays développés, le revenu réel stagne depuis un quart de siècle. Ça, c'est une des premières explications. Ensuite, on a un choc technologique avec la peur d'avoir du travail sans travailleurs avec la révolution numérique. On a ensuite des problèmes identitaires et culturels et puis une grande anxiété avec la fin de la domination de l'Occident, la montée de la Chine et les difficultés du leadership américain. Ça joue très fortement aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Donc, la seule manière de s'y prendre, c'est de traiter ces problèmes. Donc, du côté du revenu, l'idée, c'est d'avoir une croissance inclusive, ce qui est tout à fait possible, et qui d'ailleurs peut être aussi une croissance écologique, c'est-à-dire, grosso modo, de troquer un modèle de croissance intensive pour une croissance plus qualitative et également plus inclusive. Il faut répondre, on l'a dit, aux problèmes de sécurité. Il faut réinvestir massivement dans l'éducation parce que c'est une des manières de répondre au choc de la mondialisation et au choc de la révolution technologique. Et puis enfin, il est certain qu'il faut tenir bon sur l'état de droit et essayer de réconcilier, ça, il y a aussi des raisons vraiment politiques, il faut réconcilier les citoyens des pays démocratiques avec la liberté. Il est frappant de voir qu'aujourd'hui, quand on pose la question aux États-Unis, mais aussi dans un pays comme la France, est-ce que finalement ça vous dérangerait qu'on sorte de la démocratie et d'avoir un pouvoir qui soit un pouvoir plus autoritaire, mais qui assure la sécurité et plus de redistribution? Eh bien, la montée aujourd'hui des réponses positives à ce... Alors qu'on peut se demander si elles sont vraiment éclairées, si les gens se rendent vraiment compte de ce que ça impliquerait. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la désadhésion, la déconsolidation de la démocratie est impressionnante. Et donc, il faut redonner le goût de l'envie, de la liberté à nos concitoyens. Béatrice Hibelin. Je pense que l'inquiétude qu'a évoquée Nicolas Bavrez est évidemment source de repli sur soi. Pour pouvoir être ouvert, il faut avoir confiance en soi. Et il y a en ce moment une perte de confiance qui est extrêmement importante. Et une question qu'on n'a pas beaucoup abordée, mais qui suscite une grande inquiétude, c'est bien évidemment une émigration qui est musulmane.
c'est pas l'immigration forcément en soi, c'est que c'est une immigration musulmane qui suscite dans nos sociétés démocratiques, peut-être pas suffisamment égalitaires encore entre hommes et femmes, mais une remise en question sur ce qu'on est. Et c'est ce que je vois en Suède, c'est ce que je vois au Danemark, mais c'est ce qu'on voit aussi d'une certaine façon en France. Et cette question-là, il va falloir qu'on s'y intéresse sérieusement. Et je pensais à Madame Merkel qui a ouvert tout grand les portes en 2015 en disant « nous y arriverons », sans doute pour des aussi préoccupations, mais pas seulement de démographie, alors que déjà en Saxe, quelques années auparavant, des actes xénophobes très forts sur une population étrangère musulmane avaient eu lieu. Et que là, il y a une responsabilité qui est importante. Il y a des moments où il est difficile de dire aux gens « on ouvre grand les bras et on accueille tout le monde ». Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je crois que c'est un défi absolument fondamental, la dérive populiste, et qu'elle est intelligible, explicable, même si elle est très très difficile à combattre. La première chose, c'est que la mondialisation présente deux caractéristiques. Elle est très favorable à l'amélioration générale du genre humain. Nous avons une réduction de la pauvreté, de la famine, un peu partout, des centaines de millions de gens qui crevaient de faim ne crèvent plus de faim, un gonflement des classes moyennes, mais elle fait des victimes. Elle fait des victimes, et ces victimes, elles se situent très précisément parmi les classes populaires de monde développé. Donc, vous avez des gens à qui on dit, écoutez, la mondialisation c'est très bien, regardez les Chinois, les Indiens, etc. Vous, mon pauvre gars, c'est vrai, c'est pas bien pour vous, mais on va pas renoncer à ça. Donc, ça crée une situation extrêmement angoissante où il y a à la fois une insatisfaction et une incapacité à trouver une solution rationnelle. La deuxième chose, je crois que c'est ce qu'a dit Béatrice, c'est quand même la circulation. Le développement fondamental des échanges migratoires, culturels, etc., crée effectivement une insécurité. Allez en Hongrie, ce qui est caractéristique, c'est que vous êtes dans le monde d'Amélie Poulain, vous êtes dans le monde français d'il y a 45 ans. Il n'y a pas de Noirs, pas de musulmans, c'est autre chose. Et là, vous avez des gens qui sont donc confrontés directement à des défis sur leur niveau de vie, leur mode de vie, etc. Et c'est objectivement angoissant. Et le troisième élément qui me paraît très important, c'est la rupture entre les élites et le peuple. Ça, Emmanuel Todd a dit des choses là qui sont assez justes là-dessus. On a notamment sur l'effet de l'effondrement de la pratique religieuse, qui est un élément central de l'espèce de libération et de dérive à la fois des populations conservatrices, et l'effondrement de cette contre-église qui était le Parti communiste. Là, vous voyez très bien ça dans le livre d'Ariane Chemin sur Trapp. On voit bien que toute la socialisation communiste, qui était très forte, très efficace, très très respectée, s'est effondrée, laissant donc des gens dans une situation de très grand désespoir. Et comme les élites, en plus, sont les principales bénéficiaires de la mondialisation, c'est là les actionnaires, les trucs, ça crée une situation de très grande méfiance du bas vers le haut. Moi, j'avais été très frappé, je terminerai là-dessus, du fait que sur un débat comme le débat constitutionnel européen, mais il fallait voir, le débat constitutionnel européen, c'est un débat incompréhensible. Les choses dont on discutait, de savoir si la commission devait être constituée comme ça, pas comme ça, on discutait d'articles du traité auxquels personne ne comprenait rien. Eh bien, ça a été le débat le plus violent socialement qu'on ait eu depuis 40 ans. C'est-à-dire que là, la lutte des classes jouait à plein. Il y avait une dénonciation du mépris, de l'élite, etc. Tout simplement parce que le clivage, il était les gens d'en bas contre les gens d'en haut, alors que le clivage droite-gauche n'est pas celui-là. Puisque le clivage à gauche, vous avez la République des professeurs qui encadre le peuple de gauche, et à droite, vous aviez l'Église, la bourgeoisie, qui encadrait le peuple de droite. Donc vous aviez quelque chose d'interclasse. Ça, c'est profondément brisé. Alors quand vous combinez ces trois éléments, vous êtes effectivement face à un défi qui est redoutable, et il faut le relever en répondant aux attentes des classes populaires, et c'est un travail à très long terme, évidemment.
Non sans vous rappeler que vous pouvez participer au financement de notre émission en vous rendant sur le site KissKissBankBank. J'ajoute aux remerciements que j'ai proférés tout à l'heure à la suite de l'émission que nous avons enregistrée dimanche, le remerciement qui va naturellement au public qui sacrifie une partie d'un dimanche matin de beau temps pour venir nous écouter dans l'antre de l'école alsacienne. Merci et à bientôt.